Marie s'approcha de la volière où se trouvait un gros berger de race pure. À ses côtés rampaient des chiots nouveau-nés. « Eh bien, Chara, comment vas-tu me faire plaisir cette fois-ci? Combien de chiots as-tu apporté? Commençons par les compter, et pendant ce temps, je les examinerai attentivement. » Le chien laissa tranquillement sa maîtresse s'approcher et elle commença à prendre les chiots un par un, les examinant attentivement. 8 chiots étaient d'une couleur parfaite, et Marie en fut très satisfaite. Elle félicita Chara, promettant d'envoyer immédiatement Vincent avec de la nourriture pour sa protéger. Elle se leva déjà lorsque soudain, un autre chiot sortit de sous la mer. Il était entièrement noir, seule une tache rousse était visible sur son front, comme si quelqu'un l'avait peint avec un pinceau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Marie en agitant les mains. « Chara, comment as-tu pu donner naissance à cette horreur noire? Désolé, mon chéri, mais ce 9e chiot est complètement inutile. Allez, lève-toi, je vais voir s'il y a d'autres surprises. » Chara se leva docilement et Marie constata qu'il y avait 9 chiots en tout. « Bon, » dit la femme en caressant la tête du chien, « je te pardonne pour un, mais que cela ne se reproduise plus. Sinon, ma chérie, je devrais te remplacer. Je ne veux pas perdre de l'argent juste parce que tu commences à m'apporter des déchets. » Marie était propriétaire d'un élevage de chiens de race d'élite et elle veillait très strictement à ce qu'il n'y ait pas de chiots défectueux parmi eux. Ceux qui ne répondaient pas aux critères généralement acceptés étaient tout simplement euthanasiés, selon les instructions de Marie elle-même. « Je les nourris avec une nourriture coûteuse et je ne suis pas prête à gaspiller mon argent, » déclarait-elle à ses employés. « Et si vos principes ne correspondent pas à mon opinion, écrivez votre lettre de démission. Il y a des foules de gens qui veulent votre place. » Personne ne contestait l'autorité impitoyable de la maîtresse, car personne ne voulait perdre son emploi. Marie payait bien selon les normes locales et personne ne la punirait pour ses directives cruelles, car ce sont les personnes les plus riches qui achetaient leurs animaux de compagnie chez Marie. Le chiot noir, considéré comme défectueux en raison de sa couleur, était également destiné à un sort triste. Seul le hasard lui offrit une chance de vivre. À peine Marie entra dans son bureau que son téléphone sonna et une voix joyeuse résonna dans le combiné, celle de sa sœur. « Marie, ma chère. J'espère que tu n'as pas oublié que dans exactement une semaine, ce sont les anniversaires de tes neveux. Je n'arrive pas à me décider dans quel café organiser la fête. Pourquoi as-tu besoin d'un café? Vous avez une si grande maison, un magnifique jardin avec une aire de jeu, et vous avez plein de personnel de maison. Engage des animateurs et le tour est joué. Après tout, les jumeaux n'auront que 4 ans. Oh, ne m'en parle pas, ils grandissent si vite. Et tu sais ce que les garçons demandent comme cadeau? Je ne sais pas, mais j'ai déjà acheté une vraie voiture pour enfants. Elle est géniale, elle ressemble à un mini tout-terrain. Marie, ils veulent un chien, tu imagines? Un vrai chiot berger. Ils me tournent déjà la tête avec ça. Vends-moi un chiot, juste un berger. Virginie, tu sais que tous mes chiots sont déjà réservés. Il y a une file d'attente pour eux-mêmes avant leur naissance. Attends un instant. Chara a apporté un seul chiot noir. Veux-tu que je te le donne simplement comme ça? Oui, peu importe, même s'il est vert. Je ne supporte pas les chiens. Je n'arrive pas à imaginer comment tu peux t'en occuper. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, ce sont mes employés. Je suis la directrice, pas la domestique. D'accord, d'accord. Ne te fâche pas, amène ton chiot. Eh bien, ça ne se fera pas aussi rapidement. Laisse-lui atteindre au moins 2 mois, alors nous pourrons le passer à une alimentation normale. D'accord, dans 2 mois, tu offriras à tes neveux leur chiot noir. Et nous leur préparerons un autre cadeau. Au fait, nous avons aussi pensé à la voiture pour enfants. Comme tu en as acheté une, j'en achèterai une deuxième, ainsi chaque jumeau aura la sienne. 2 mois passèrent. Un soir,
Marie appela sa sœur et lui dit qu'elle prévoyait de passer les voir. Au fait, je n'arrive pas les mains vides. Tu te souviens, nous avons parlé du chiot berger noir. Eh bien, je prévois de vous l'apporter. Ah, très bien. Les garçons l'attendent déjà. Selon les instructions de Marie, Vincent se rendit dans l'enclos de Chara, la nourrit, disposa la nourriture dans les gamelles des chiots, puis saisit habilement le chiot noir et se dirigea vers la sortie. Le chiot se mit à gémir et Chara, remarquant quelque chose d'étrange, se précipita vers Vincent. Mais celui-ci était déjà près de la porte et sortit adroitement. Les grandes canines du berger claquaient devant les barreaux de fer. Chara se précipita contre la grille de l'enclos, aboya bruyamment, mais Vincent était déjà loin, et le malheureux chiot noir, entendant l'appel de sa mère, gémissait doucement dans ses bras. Au bout d'une demi-heure, Marie entra dans la cour de la maison de sa sœur et agita joyeusement la main en direction des neveux qui accouraient vers elle. « Et, les petits, regardez qui je vous ai apporté !» Les enfants poussèrent des cris de joie et se précipitèrent vers la voiture. Pierre fut plus rapide que Jean et le chiot se retrouva instantanément entre ses mains. Jean se mit à crier et attrapa le chiot par la patte arrière, essayant de le tirer vers lui. Pierre esquivait et tentait de frapper son frère avec son autre main. Le chiot gémissait de douleur, mais les garçons ne lui prêtaient aucune attention, et ce n'est que lorsque leur mère les réprimanda qu'ils le relâchèrent. « Pierre, Jean, ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Vous êtes des frères, et vous vous disputez à cause d'un chien. Maman, je voulais être le premier à jouer avec lui. » Pleura Jean. Et Pierre l'a attrapé. « C'est moi qui étais le premier. » bougonna Pierre. Pendant que cette dispute se poursuivait, le chiot essaya de se cacher et se faufila vers les buissons de la Viorne. Mais Jean le remarqua et, s'approchant, le saisit fermement et le tint contre lui. La bagarre reprit de plus belle. Virginie éclata de rire et fit signe à Marie. « Ces garçons sont insupportables. Bon, laissons-les se débrouiller, allons prendre une tasse de thé. » Pour le chiot noir, qui venait d'être arraché à sa mère, les jours devinrent difficiles. Les adultes oubliaient de le nourrir, ne lui donnaient pas d'eau et ne pensaient même pas à le protéger lorsqu'il était maltraité par les garçons. Et ceux-ci se montraient franchement cruels dans leur jeu avec ce jouet vivant, ils pouvaient le frapper comme un ballon, le balancer sur une balançoire et rire bruyamment quand le chiot tombait par terre. Ils aimaient se l'imaginer comme un dragon imaginaire et le frapper jusqu'au sang avec leurs nouvelles épées. Un jour, les frères eurent une nouvelle idée et commencèrent à jeter le chiot en bas de la colline qui se trouvait sur leur aire de jeu. Et le chiot ne put supporter cela, lors de l'une des chutes, il se blessa gravement à la patte. Et lorsque Pierre et Jean accoururent vers lui pour le saisir à nouveau et le remonter sur la colline, il se débattit et mordit violemment Jean sur la joue. Le garçon poussa un cri, Pierre leva la main pour frapper le chiot, mais celui-ci se prépara à se défendre et planta ses dents dans la main de son agresseur. La mère, qui se trouvait à proximité et qui avait vu ce qui s'était passé, poussa un cri horrifié et exigea que le jardinier se débarrasse immédiatement du chiot. Virginie emmena les enfants à l'intérieur pendant que le jardinier, exécutant les ordres de la propriétaire, armé d'un balai, se précipita sur le chien. Le chiot se débattait dans le jardin, cherchant une issue désespérément. Heureusement pour lui, à ce moment-là, une livraison arriva pour Virginie et les portes s'ouvrirent pour permettre au véhicule de s'approcher de la maison. Le chiot boiteux et essoufflé se précipita dans la rue et s'enfuit sans se soucier de la direction. Son cœur battait frénétiquement, mais il ne s'arrêtait pas, craignant que ces gens ne le rattrapent et le ramènent en arrière. Il courut longtemps. Finalement, ses forces s'épuisèrent. Il s'arrêta en chancelant de fatigue, puis regarda autour de lui. Un buisson poussait à proximité, le chiot s'y traîna et s'effondra en étendant sa langue. Les pattes du malheureux tremblaient, et le chiot ne pouvait pas avaler, même pour se rafraîchir légèrement la gueule brûlée. Il reprit son souffle avec difficulté et, épuisé, s'endormit profondément, plongé dans un sommeil lourd où tout se mélangeait, sa mère qui arrachait les barreaux de la cage avec ses dents, les petits maîtres cruels, les adultes indifférents et le jardinier brandissant son balai contre lui. Le chiot gémit en rêvant,
mais ne se réveilla pas. Le sommeil lourd ne voulait pas le libérer de son étreinte. Il ouvrit les yeux lorsque la nuit était déjà tombée. Il voulut se lever, mais n'y parvint pas, la douleur lui parcourait tout le corps, en particulier la patte meurtrie. La faim ne le torturait pas autant, il s'y était habitué, mais il avait vraiment soif. Cependant, il ne bougea pas, se contenta de poser sa tête sur ses pattes et ferma à nouveau les yeux. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque des pas se firent entendre près du chiot. Quelqu'un s'arrêta et siffla. « Eh, mon pote! Qu'est-ce que tu fais là, étendu comme ça ?» Le chiot releva la tête et vit le visage ridé d'un vieil homme se pencher vers lui. Il sentait l'alcool et autre chose. Le chiot renifla et voulut grogner, mais il n'y parvint pas. Alors, il gémit plaintivement et sursauta comme s'il avait été frappé. Le vieil homme tendit la main et caressa sa tête. C'était la première caresse de sa vie pour le chiot, qui y répondit immédiatement en léchant la paume du vieil homme. « Eh bien, mon gars, ils t'ont vraiment malmené. Allons, laisse-moi te regarder. Ne t'inquiète pas, je comprends les chiens, j'ai travaillé comme cynologue pendant plus de 40 ans. J'ai servi à la frontière avec un chien comme toi. Au fait, on m'appelle Gérard. Et toi, comment tu t'appelles ?» En parlant gentiment et ainsi distraire le chiot, le vieil homme l'examina habilement et hocha la tête avec satisfaction. « Eh bien, mon pote, tu as de la chance, tu n'as pas de fracture et tes contusions vont passer rapidement. Pourquoi es-tu si maigre, on ne te nourrissait pas ? Oui, mon pote, que vais-je faire de toi ? Te laisser ici signifie que tu vas te faire écraser par une voiture ou déchiqueter par la meute. Il y a tant de chiens errants qui se promènent dans les rues maintenant. T'emmener avec moi, eh bien, je ne vis pas dans un palais, je suis moi aussi sans abri. J'ai trouvé une petite maison abandonnée dans un lotissement de cottage, et j'y habite. Je ramasse du bois mort, je chauffe le poêle, je monte la garde la nuit, de toute façon, je ne peux pas dormir, alors je me promène dans le lotissement. Les gens me donnent un peu d'argent en échange de ça, ça suffit pour le pain et la vodka. Je n'ai besoin de rien d'autre, mon gars. » Le chiot écoutait attentivement le vieil homme et, lorsqu'il fit une pause pour reprendre son souffle, il lécha à nouveau sa main. « Ta langue est si sèche. Attends, je vais te donner à boire. » Il prit le chiot dans ses bras et l'emmena quelque part. Il marcha seulement un court moment. Oh, une pipe sortait du sol. Elle était rouillée à un endroit et une fine jet d'eau en jaillissait. Elle avait creusé un trou dans le sable et Gérard y approcha le petit chiot. Le chiot commença à boire l'eau d'abord avec réticence, puis se jeta avidement sur cette eau bienfaisante. Il ne pouvait pas se rassasier pendant longtemps et le vieil homme attendait patiemment à ses côtés. Lorsque le chiot s'éloigna de l'eau et se tourna vers lui, Gérard sourit. « Eh bien, si tu le souhaites, mon frère, allons-y ensemble. C'est plus amusant à deux et nos âmes se réchauffent plus facilement lorsqu'elles sont en communion. Et je partagerai toujours mon morceau de pain avec toi. Maintenant, comment devrais-je t'appeler ? Les Rex et les Jacques, ce n'est pas notre style. Mais on peut voir que tu as du sang noble. Écoute, j'ai une idée. Si ça ne te dérange pas, je t'appellerai frère. Pourquoi pas ? C'est court, compréhensible et ça nous unit en même temps. De plus, nous sommes tous les deux des frères de malheur, indésirables pour tout le monde. Alors, frère, en avant. Le chiot, après avoir bu de l'eau, ressentit un regain d'énergie et aboya joyeusement. Il avait déjà compris que cet homme ne lui ferait pas de mal et donc lui faisait pleinement confiance. 3 ans se sont écoulés. Frère a grandi pour devenir un immense chien, incroyablement fidèle à son maître. Gérard lui a appris de nombreuses commandes et a donné tout son amour inutilisé à son ami à 4 pattes. Il se privait pour le nourrir avec des repas délicieux. Il le chérissait et le caressait souvent, lui grattant les oreilles. Souvent, après avoir bu de la vodka, il se confiait à frère, lui racontant comment il avait vécu autrefois. « J'avais une femme et une fille, et elles sont quelque part maintenant. Mais je ne leur manque pas du tout.
Ma Sylvie était une beauté, je l'aimais, mais elle me demandait toujours de changer de métier. J'ai quitté le chenil, j'ai abandonné mes chiens. Elle me disait que je sentais toujours le chien mouillé et que je ne rapportais pas d'argent à la maison. Elle aimait l'argent. J'ai toujours eu de la peine pour les gens comme elle. Je vois que toi aussi, tu as pitié de moi. Mais Sylvie n'a eu aucune pitié, elle est partie et a emmené notre fille Chantal avec elle. J'ai supplié pendant près d'1 an pour qu'elle revienne. Et effectivement, un jour elle est venue, elle a dit que Chantal était très malade et qu'elle avait besoin d'une opération, il mariait de l'argent et une autorisation de sortie du pays. Apparemment, c'est seulement là-bas, dans une clinique allemande, qu'il pourrait la sauver. Bien sûr, j'ai tout signé, et j'ai même vendu ma maison, elle m'est revenue de mes parents. Mais qu'importe, lorsque l'enfant est malade? Eh bien, je suis allé voir Sylvie, j'ai donné l'argent et j'ai demandé à ce qu'elle m'emmène voir ma fille. Je voulais la soutenir, j'ai acheté une jolie poupée. Mais ma femme m'a dit qu'elle était actuellement à l'hôpital et qu'il ne la laissait voir que la mère. J'ai cru en elle, mais je n'ai pas pu me retenir, le lendemain, je suis rendu moi-même. Après tout, je suis son père, peu importe s'il voulait me laisser entrer ou non. Ah, frère, c'est une bonne chose que vous ne soyez pas comme les humains. Il n'y a pas de méchanceté en vous, alors qu'elle existe chez les humains. Les médecins m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu un patient comme elle. Alors je suis allé voir ma belle-mère, Sylvie vivait chez elle ces derniers temps. Elle a crié contre moi. Elle m'a dit de laisser sa fille tranquille, de ne pas détruire sa vie ni celle de sa petite fille. Il s'est avéré que Sylvie m'a trompé pour obtenir l'autorisation de sortie. Heureusement, Chantal était parfaitement en bonne santé, mais elle est partie à l'étranger avec sa mère le matin même pour y rester définitivement. Sylvie a trouvé un nouveau mari et il l'a invitée à venir vivre avec lui là-bas. Par conséquent, ma fille a maintenant un nouveau père. Mais j'ai vendu ma maison, j'ai donné tout l'argent pour son traitement. Dis-je. À quoi ma belle-mère m'a répondu qu'elle était au courant de tout et que c'était ma décision. Sylvie ne t'a rien demandé. C'est moqué ma belle-mère, ajoutant, elle a pris l'argent parce qu'elle n'est pas idiote. Qui refuserait une telle somme d'argent? Et ne te chagrine pas, considère que tu les as donnés à ta fille. C'est ainsi, frère, que je me suis retrouvé à la rue. J'ai vécu quelques années dans une cabane de gardien de chenil, puis ils l'ont fermée et l'ont transférée dans une autre ville, et ils m'ont chassé dans la rue. Ah. Le vieil homme soupira lourdement, remplissant un verre de vodka jusqu'au bord et le but d'une traite, puis caressa longuement frère sur la tête. Et ainsi, il s'endormit enlacé. Maintenant, frère ne se plaignait plus de son destin. Il était calme et même heureux. Mais un jour, le malheur est venu de nouveau le frapper en plein cœur. Ce jour-là, Gérard a bu plus que d'habitude. Ne me juge pas, frère, dit-il à son fidèle chien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille et je suis si mélancolique, j'ai envie de hurler comme un loup. J'ai vécu sur cette terre, mais que restera-t-il après moi? Seulement toi, mon bon ami. Ah, mon frère, toi mon frère. Gérard marchait au bord de la route, mais soudain, comme une force l'a poussé, il s'est retrouvé exactement sous les roues d'une voiture qui passait. Le vieil homme n'a même pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Il n'a pas compris comment cela s'est produit, et frère non plus. Il s'est simplement précipité vers son maître immobile et, gémissant, a commencé à le toucher de sa patte, comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait le réveiller. Habituellement, Gérard repoussait le chien, parfois grognant mécontent s'il n'avait pas assez dormi. Mais le plus souvent, il tendait la main et caressait frère sur sa tête touffue. Mais maintenant, il ne faisait aucun effort pour bouger. Sentant son cœur se serrer d'une lourde prémonition, le chien posa sa tête sur l'épaule de son maître et grogna doucement contre les personnes qui se précipitaient vers le lieu de la tragédie. Il n'a pas été facile de repousser le chien pour permettre aux médecins arrivés sur les lieux de l'accident de s'approcher de Gérard.
Ce n'est que lorsque frère fut recouvert d'une sorte de drap et attaché à un arbre près de la route qu'ils purent enfin installer le malheureux vieil homme sur un brancard et le charger dans l'ambulance. Après un certain temps, tout le monde s'est dispersé sans se souvenir du chien. La nuit est tombée. Frère a longuement mordu la corde qui serrait son cou. Et lorsqu'il y est enfin parvenu, il a aboyé de joie. Ensuite, il s'est précipité dans la direction où l'ambulance était partie, mais il a rapidement perdu sa trace et s'est arrêté. Il a décidé qu'il reviendrait là où il avait vu Gérard pour la dernière fois et qu'il l'attendrait là-bas. Gérard est bon et il l'aime, donc il reviendra sûrement là-bas. La nuit a cédé la place au jour, puis à nouveau la nuit, puis au jour. Les semaines se sont succédées, et le fidèle chien attendait et attendait toujours son maître. Les conducteurs qui passaient régulièrement par cette route savaient bien pourquoi il était assis au bord de la route. Pris de pitié pour le malheureux, ils lui donnaient à manger, ont apporté et posé une gamelle où il versait de l'eau. Quelqu'un voulait même l'emmener chez lui, mais le chien se retirait et attendait prudemment que les gens s'en aillent. Il n'avait pas l'intention de troquer Gérard contre le meilleur d'entre eux, car il était profondément attaché au bon vieil homme qu'il appelait frère. Seulement, quand le chien était seul, il s'approchait de la gamelle, buvait l'eau, mais ne mangeait que sans enthousiasme, il avait depuis longtemps perdu son appétit. Un jour, une ambulance est passée près de frère. Le chien, qui se trouvait indifférent sur le bord de la route, s'est soudainement réveillé. Il a reconnu la même voiture qui avait emmené son maître et s'est précipité à sa suite. Maintenant, il ne le laisserait plus partir. Haletant et tombant d'épuisement, frère est entré dans la cour de l'hôpital. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il était perdu. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit si difficile de trouver Gérard ici. Alors le chien a poussé un aboiement terrible. Pendant ce temps, les médecins se tenaient auprès du vieil homme qui était plongé dans le coma depuis de nombreux jours et discutaient de le débrancher des appareils. Il n'a pas de proches, on n'a trouvé personne, dit le médecin en secouant la tête. Donc, il ne faut pas occuper cette place. Après tout, nous avons déjà tout fait pour le sauver. Oui, c'est vrai, dit le deuxième médecin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient ce chien? Comme il aboie fort, c'est assourdissant. Je ne comprends pas, où est le jardinier? Ses frères, chuchota Gérard. C'est mon frère. Les médecins, stupéfaits de voir le vieil homme revenir à lui, ne comprenaient pas de quel frère il parlait. Mais maintenant, ils étaient sûrs que Gérard Mariet s'en sortir. C'est un chien, reprit Gérard. Il s'appelle frère. Je dois vivre pour lui. Je n'ai personne d'autre. L'histoire étonnante de Gérard et de frère a touché de nombreux cœurs, et bientôt un reportage entier a été diffusé à la télévision à leur sujet. Le matin, une belle femme est arrivée à l'hôpital et a demandé à voir la chambre de Gérard. Papa! S'écria-t-elle en se précipitant vers le vieil homme. Je suis Chantal, ta fille. Tu te souviens de moi? Je te cherchais, mais je ne pouvais pas te trouver. Si je n'avais pas entendu parler de toi et de ton chien aux informations, je n'y serais jamais parvenu. Je t'ai reconnu tout de suite, et toi, tu m'as reconnu? Chantal, Chantal. Ma fille. Comme tu es belle. Mais quand es-tu arrivée? Il y a longtemps, papa. Je vis ici avec mon mari et mes 2 fils. Je sais tout ce que maman a fait, et je sais aussi ce que tu as fait. Tu as tout donné pour moi. Maman m'a raconté la vérité avant de mourir. Elle était malade et regrettait profondément de t'avoir blessé. Oh, papa! Combien de bêtises les gens font, et comme c'est bien quand on peut réparer quelque chose. Je vais te prendre avec moi. Oh, ma chérie. Et mon chien? Eh bien, comment se passer de ton sauveur? Sourit Chantal. Tes petits enfants rêvent d'avoir un chien depuis longtemps, et leur rêve va se réaliser. Et le mien aussi. Chantal, Chantal. Ma fille. Je n'avais même pas rêvé de cela, dit Gérard en souriant.